réfléchis notamment à la troisième question. Et si le volontariat monde pouvait agir sur certains points et changer le monde? Une question que je me posais, c'est quel est le degré d'inacceptabilité pour le monde volontaire et donc l'impact de mobilisation. Donc le degré d'inacceptabilité de certaines pratiques de nos propres gouvernements. Autrement dit, au lieu d'aller agir chez les autres pour faire un peu de bien, d'agir chez nous pour mettre une espèce de ligne rouge sur ce qui est quand même totalement inadmissible au XXIe siècle. Et je dis ça parce que ce matin, j'entendais à la radio, comme tout le monde, le fait que les grandes entreprises américaines, notamment, mais pas seulement, ont signé des accords tout à fait légaux avec le Luxembourg, dont l'ancien Premier ministre est aujourd'hui président de la Commission européenne, sur une évasion fiscale mondialisée, si je puis dire. Oui. Autrement dit, ma question est, si on veut changer le monde, me semble-t-il, en tout cas pour les volontariats des pays européens, en tout cas pour la France, est-ce que c'est à l'extérieur qu'il faut aller, a priori, immédiatement ou pas? C'est ce qu'on a dit, c'est ici et là-bas. C'est là-bas et ici. C'est partout. Et c'est du local. Oui, mais il y a une priorité, il y a un moment où les gens c'est partout. Ouais, je sais pas. Non, mais justement, dans cette dimension du penser global, agir local, ou du penser local, agir global, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de priorité, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il y a... Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit différents acteurs, et notamment sur la question environnementale, par exemple, qu'on peut, et Amélie le disait, ça re-questionne notre système monde, notre système économique, etc. Et donc que c'est aussi par là une chance d'avancer. On en a parlé tout à l'heure, la dimension du droit et du droit international, comment ça fait avancer les choses. Et que, à ma modeste place, pour reparler rapidement des biens acquis, moi, quand on m'a sollicité, quand j'étais stagiaire au CCFD, pour écrire ce rapport pendant 3 mois dans un bureau au CCFD pendant les mois d'été, je me suis à aucun moment dit que ce rapport-là allait avoir l'effet d'une petite goutte d'eau, mais qui a eu sa part de goutte d'eau dans les réactions et dans l'univers diplomatique entre la France et l'Afrique. Et donc je ne suis pas sûr qu'il faille... Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément des priorités, il faut se dire, voilà, et que peut-être la cumulation des différentes alternatives qui sont pensées, et que ce soit les jardins de Cocagne ou d'autres dans différents endroits, peuvent amener à changer le monde. En revanche, moi j'ai une question que j'ai envie de vous renvoyer, ou que j'ai envie de renvoyer plus largement également à moi, c'est la dynamique de coopération. On en a très peu parlé, à part sur le fait de dire, je ne sais plus, c'est toi qui l'as dit sur la question des Philippins, de sortir de cette logique néocoloniale menée par nos politiques de coopération. Et pour le coup, comment, dans notre volontariat, plutôt que de faire un volontariat monde, comment on est capable de réinventer le terme de coopération, notamment pour inventer ce nouveau modèle, et que c'est pas ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest voilà, qui a la solution, mais c'est cette capacité à coopérer avec des acteurs différents, qu'ils soient dans l'intergénérationnel ou qu'ils soient dans l'international, de pouvoir arriver à changer les choses. Et que ce terme coopération, pour moi, doit être vraiment réhabilité dans cette dimension-là. Et que je trouve assez intéressant que, alors je ne sais pas ce matin parce que je n'étais pas là, mais que cet après-midi, on l'ait très peu employé que sur une dimension négative, de dire, bah voilà, nos politiques de coopération, c'était les politiques néocoloniales. Et ben, comment on est capable, notamment par l'histoire aussi de France Volontaire derrière, et qu'il ne faut pas se cacher sans doute que le volontariat avait été aussi dans une dimension de politique de coopération néocoloniale, comment on est capable aujourd'hui, dans le volontariat du XXIe siècle, de réinventer ce terme de coopération pour en faire un volontariat monde et dépasser les trucs. Voilà, bon, c'est peut-être très utopiste. Certaines méritent d'être franchies telles quelles, donc c'est bien. Alors, je souris. Alors, voilà, je vous dirai pourquoi je souris, mais d'abord, monsieur. Oui, moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que, un élément qui me semble important, c'est que, certes, ce
que vous avez dit sur le rôle que peut jouer le volontariat dans les évolutions, dans les changements, c'est important. Mais je pense que ce qui est tout aussi important, c'est ce que ça joue au niveau de chaque individu. Et d'abord, changer le monde, c'est déjà peut-être se changer soi. Et il me semble que s'il y a quelque chose que le volontariat, de façon assez atteignable, en tout cas par rapport à ces grands éléments, peut contribuer à changer, c'est pour chacun d'entre nous, pour chacune des personnes qui ont fait cet effort-là, qui ont fait ce travail-là. Et voilà. Donc je crois qu'il y a aussi cette... et c'est une vraie utopie aussi. Alors on verra demain comment ce changement intérieur, si je puis dire, personnel, peut être transformé en utilité sociale. Hein. Voilà. Alors, je souriais parce qu'il me semble, sauf s'il y a une... souriais parce qu'il me semble que les questions qui viennent d'être soulevées par Nicole et par Antoine, ce sont celles que Gustave Massiat ne cesse de se poser. Je serais tenté de lui demander si au final sa proposition se résumerait à inviter France Volontaire et les autres acteurs de l'engagement volontaire à l'international de rejoindre soit ATTAC, soit le Forum social mondial, ou en fait, non, vous en êtes vous-même au même point. Alors, bien évidemment, c'est une invite à me rejoindre. Je vous cède la tribune, peut-être pour vous entendre. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Et puis, vous pourrez réagir aux propos de Gustave, bien sûr. Merci. Bon, donc, non, je crois que l'appel n'est pas du tout à rejoindre. L'appel est à inventer. Parce qu'on a vraiment besoin d'inventer des nouvelles pistes et d'expérimenter de nouvelles propositions. Bon, donc, en fait, il y avait deux questions qui étaient posées, que j'ai lues attentivement. L'une, c'est est-ce que les questions prospectives sont pertinentes, et l'autre, quelle prise de conscience des mutations en cours. Donc, je vais essayer d'organiser mes réflexions autour de ces deux questions. Donc, la première, c'est sur l'intérêt de la démarche prospective, et la deuxième sur la question, effectivement, des défis par rapport au volontariat, que rencontre le volontariat aujourd'hui. Bon, sur le premier point, alors évidemment, je serai très court dans tout ça, puisque... donc sur le premier point, je pense que la démarche prospective est tout à fait fondamentale comme une étape de la démarche globale, d'une culture politique que nous devons inventer, et que je résumerai de la manière suivante. En fait, il faut d'abord identifier les questions qu'on se pose dans la situation où on est. Mais ces questions que nous nous posons, nous les posons par rapport à l'avenir. Et c'est là que la démarche prospective joue son rôle plein. C'est-à-dire comment identifier des questions d'aujourd'hui, mais qui se définissent par rapport à l'avenir. Et pour les comprendre, évidemment, nous sommes obligés de retourner dans le passé pour essayer de voir effectivement comment ces questions se sont formées et comment est-ce qu'on peut en tirer des leçons. Donc voilà, donc effectivement, c'est cette gymnastique entre le présent, l'avenir et le passé qui constitue, d'une certaine manière, la démarche qui est la plus intéressante et dans laquelle la prospective ouvre beaucoup de pistes. Et la prospective, comme l'a défini tout à l'heure Edith, c'est-à-dire pas la prospective scénario, hein, mais une prospective d'interrogation et de culture. De ce point de vue, évidemment, les questions qu'on se pose pour l'avenir dépendent beaucoup de ce que nous vivons, comme nous le voyons très régulièrement, et comment définir la situation d'où nous sommes, et qui explique beaucoup une partie de la manière de les poser. Et pour ça, je citerai, et ceux qui me connaissent vont effectivement rire intérieurement, parce que je cite souvent, je citerai une très belle et très dure phrase de Gramsci qui dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître ». Ça, c'est très optimiste, évidemment. Hein. Mais il rajoute « Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Donc nous sommes confrontés à ça. Et nous sommes vraiment dans une situation dans laquelle surgissent les monstres. Et donc nous avons beaucoup de mal
à projeter l'avenir, dans la mesure où nous devons quand même lutter contre ces monstres, et que de ce point de vue, la raison conduit au pessimisme. Bon, alors, je vais revenir un peu sur la question de la mondialisation du point de vue de la démarche prospective. Dans les démarches prospectives, en fait, nous avons deux moments ou deux projections ou évaluations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est la réflexion sur la longue durée et la réflexion sur les ruptures. Bon, la réflexion sur la longue durée, si nous parlons de mondialisation, évidemment, nous sommes sur plusieurs siècles. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit à un moment donné. La mondialisation, si on reprend Braudel, Wallerstein, si on reprend les analyses, bon, la mondialisation que nous vivons, c'est-à-dire une mondialisation que Braudel et Wallerstein ont qualifiée de la mondialisation capitaliste, elle commence au XIIIe, XIVe siècle. Enfin, on peut discuter. Certains partent de Venise, d'autres partent plus tard. Enfin bon, à la limite. Donc c'est plusieurs siècles. Évidemment, dans ces siècles, il y a des phases. Ce n'est pas linéaire et ce n'est pas continu. Et donc, la réflexion sur la durée nous conduit évidemment à revenir sur l'évolution de cette mondialisation pour voir que, évidemment, elle est tout le temps différente, mais il y a quand même aussi un certain nombre de tendances de long terme dans lesquelles nous sommes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la question des ruptures. Parce que quand on est dans une rupture, on a une grande difficulté, y compris en prospective et dans toute démarche, c'est que quand on est dans une rupture, ou on peut appeler ça une révolution aussi d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, on ne dispose pour analyser la rupture que les concepts qui ont été construits dans la rupture précédente. Et donc il faut en même temps, on est obligé d'utiliser ces concepts puisqu'on n'en a pas d'autres, mais il faut en même temps forger de nouveaux concepts. Et l'hypothèse, c'est que nous sommes dans une période de rupture. Nous sommes dans une période de rupture, et donc je vais vous citer ce qui a été dit au Forum social mondial de Belém en 2009, et qui est très intéressant parce que dans le mouvement altermondialiste, dans les forums sociaux mondiaux, on parle très souvent de ce que proposent les mouvements, en considérant qu'évidemment, ils ne sont pas indépendants de ce qui se dit par en haut, mais que ça permet aussi d'avoir une certaine autonomie par rapport à ce qui se dit par en haut. Et donc, en 2009, à Belém, évidemment, c'était après 2008. 2008, c'est quand même une période de crise financière qui a été un peu marquante. Et en 2009, un certain nombre de mouvements qui existaient dans les forums précédents, mais qui ont pris beaucoup plus d'importance à ce moment-là, c'est-à-dire le mouvement des femmes, qui a été très, très offensif, le mouvement écologiste, le mouvement paysan, à travers la Via Campesina, qui a été aussi très, très fortement offensif, et les peuples indigènes. Et à ce moment-là, ce qui s'est dit, c'était la chose suivante, c'est que, bon, c'est une crise, d'accord, c'est une crise de la phase néolibérale. Bon, ça, c'est ce qu'a montré 2008. Mais, disent certains, c'est aussi une crise du capitalisme comme système. Bon, alors ça peut se discuter, évidemment. Si on reprend les réflexions de Wallerstein ou d'une série d'autres personnes, ou alors un livre très intéressant qui est paru il y a peu de temps de Gérard Duménil et Dominique Lévy sur la grande bifurcation, c'est l'idée que, effectivement, dans les 20 à 30 ans, va se poser une question de dépassement du capitalisme. Mais, disent-ils, dépassement du capitalisme ne veut pas dire forcément le socialisme. Dépassement du capitalisme, ça veut dire un autre mode de production qui pourra aussi être un mode d'exploitation d'ailleurs, mais qu'il faut arriver à réfléchir. Donc il y a une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire la sortie du mode de production qui a mis 2 ou 3 siècles à monter en puissance et qui s'est imposé pendant 2 siècles.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que notamment les peuples indigènes ont dit, mais vous avez dit que finalement, il faut revoir les rapports entre l'espèce humaine et la nature. Mais à ce moment-là, ce n'est pas seulement une crise du capitalisme, c'est une crise de civilisation. C'est une crise de la modernité occidentale. C'est une crise de certains fondements de la science contemporaine. Donc on est dans une période de rupture qui est beaucoup plus fondamentale que celle qu'on avait imaginée auparavant et qui demande beaucoup d'efforts pour la réfléchir. Donc la prospective nous invite à essayer d'explorer ce que veut dire... alors, je donnerai simplement 2 éléments de réflexion que l'on peut retenir par rapport à ça, sur cette question de la mondialisation. C'est que d'abord, les contradictions, les grandes contradictions, montrent une certaine autonomisation des différentes instances dans la réflexion de l'évolution des sociétés. Et ça, je crois que c'est très intéressant dans ce que nous a dit justement tout à l'heure Nicole Knesotto, c'est qu'effectivement, il y a une des grandes contradictions qui est la contradiction sociale, et il y a une contradiction géopolitique et il y a une autonomie de plus en plus grande entre le géopolitique et le social, et ça introduit toute une série d'éléments nouveaux sur l'évolution de la planète, mais il y a aussi une crise écologique, donc ça c'est la nouvelle dimension, et une crise culturelle et idéologique. Donc effectivement, ces 4 dimensions ont pris d'une certaine manière leur autonomie, et ça implique une réflexion qui n'est pas celle dont nous avons l'habitude, parce que celle dont nous avons l'habitude, c'est de tout rabattre sur le social. C'est le social qui explique tout, et donc si on résout le social, tout le reste va se résoudre. Et donc là, il y a justement une rupture très forte. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est justement par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Nicole Knesotto, c'est qu'il y a une question de la puissance publique, de l'État et de la mondialisation politique. Et là, je pense que effectivement, il y a une réflexion sur la mondialisation politique qui est très bien exprimée aussi au niveau des mouvements par tout ce qui s'est développé depuis Tunis en 2011 et qui a rebondi sur les indignés en Espagne et surtout sur les Occupy, sur le mouvement des Occupy. Parce que qu'est-ce qui a cheminé qui est quand même nouveau? C'est l'idée que la corruption est insupportable. Le 1% et les 99%, enfin, il y a toute une série d'éléments qui mettent en avant la question de la corruption. Mais en réalité, la question de la corruption, ce n'est pas seulement les bakchiches ni les biens mal acquis. Bien sûr, ils en font partie. Ils en sont l'expression ou la conséquence. Mais c'est quelque chose de plus fondamental. C'est la fusion entre la classe politique et la classe financière. C'est-à-dire le fait qu'actuellement, il n'y a plus qu'une seule politique économique et sociale envisageable et qu'il n'y a plus qu'une seule rationalité qui est proposée, c'est la rationalité de la classe financière. Et donc, à partir de ce moment-là, ça élimine l'autonomie du politique. Et effectivement, c'est ce que l'on voit d'ailleurs, aussi bien avec la montée de l'abstention qu'avec le rejet. Pourquoi voter pour des gens qui vont faire la même chose, ou même pour d'autres qui vont quand même faire la même chose? Et donc, est-ce qu'on peut faire autre chose? Et donc là, il y a une interrogation par rapport aux politiques qui explique pourquoi on dit qu'il n'y a pas de mondialisation politique. Mais je pense qu'il faudrait réfléchir, de mon point de vue, autrement. Il y a une mondialisation politique, c'est l'essai qu'il y a eu à partir de 1980, enfin de la fin des années 70, d'imposer comme politique la seule forme d'organisation qui était celle du capital financier. Et donc, à partir de là, ça a pris une telle importance que ça empêche de penser, parce que beaucoup pensent que il faut retourner à une autonomie des États. Il faut retourner à la possibilité pour les États de réorganiser
la sphère publique, et d'autres, au contraire, pensent que non, il faut essayer d'inventer autre chose. Là, on est vraiment dans un... Bon, voilà, je voulais un peu dire ça par rapport à la prospective et la mondialisation. Voici un certain nombre des interrogations qui se posent. Alors maintenant, je vais revenir sur la question du volontariat et de la prospective du volontariat. Bien, alors, le volontaire, en fait, Edith a dit aussi un peu tout à l'heure, l'engagement, c'est l'idée de s'engager dans une pensée de l'émancipation, d'une certaine manière. Et l'intérêt du volontaire, c'est qu'il mêle l'engagement individuel et l'engagement collectif. Mais contrairement à ce qu'on pense, y compris en France ou ailleurs, l'engagement collectif n'est pas l'engagement institutionnel. Ce n'est pas parce qu'on est dans une institution qu'on a un engagement collectif. Il y a justement cette idée, comment inventer du collectif? Et là, on est dans une forme nouvelle d'engagement. Dans des formes nouvelles d'engagement dont on voit par exemple des exemples de ce qu'il y a de nouveau à partir de choses comme le collectif des logiciels libres ou un certain nombre de choses comme ça. C'est-à-dire des gens qui s'engagent individuellement, mais qui le font aussi collectivement, et qui le font collectivement avec une très grande autonomie de pensée et d'action. Bon, la proposition, Amélie en a parlé tout à l'heure, à laquelle nous étions arrivés au niveau du CRID notamment, c'était l'idée que ce que nous pouvions construire comme proposition de coopération, c'était la proposition de partenariat. C'est parti d'une pratique, c'est parti de la CIMAD, du CCFD, d'un certain nombre d'associations qui... Et au début, c'est parti d'ailleurs d'une pratique assez sommaire. C'est-à-dire que pour certaines associations, je ne parle pas tellement de la CIMAD, mais à la limite, c'était un peu comme le partnership. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est moins cher de travailler avec des gens locaux que de travailler avec des expatriés. Vous voyez, c'est assez simple, hein, quand même. C'est pas faux en plus, d'ailleurs, hein, évidemment. Bon. Mais après, dans un deuxième temps, on est arrivé à l'idée, dans le partenariat, que, on peut peut-être partir de la demande exprimée par des sociétés sur place. Et puis, dans un troisième temps, mais après tout, pourquoi nous ne soutiendrions pas la création d'associations qui nous ressemblent, d'une certaine manière? Et puis, dans un quatrième temps, ça a été, et pourquoi nous ne soutenons pas la montée en puissance de sociétés civiles, qui ressemblent aussi un peu à nos sociétés civiles, il faut avouer, mais enfin quand même de sociétés civiles. Et donc, dans cette progression, c'est petit à petit défini une proposition plus théorique du partenariat, telle qu'on la développe au niveau du CRID notamment. C'est le partenariat, c'est la capacité de construire des rapports d'égalité entre des partenaires qui sont en situation d'inégalité. Donc c'est un pari, c'est un choix, c'est une valeur. C'est-à-dire effectivement, nous sommes dans des situations d'inégalité, c'est bien clair. Hein. Et comment effectivement arriver à construire des rapports d'égalité en droit déjà, même si ce n'est pas. Certaines associations sont allées plus loin. Par exemple, je prends l'exemple d'Emmaüs International, qui fonctionnent, et je crois qu'ils sont une trentaine au niveau d'Emmaüs International, d'Emmaüs, ils fixent un budget annuel avec une contribution proportionnelle à ce que donne chacun, et après ils le divisent par 30 et ils se le répartissent. Pas l'ensemble de leurs ressources, hein, mais leur budget international. Mais donc, vous voyez, cette idée quand même, comment construire des rapports d'égalité. Ça, c'est passionnant, parce que ça, c'est une valeur, justement. Donc, c'est à la fois sur le plan culturel, idéologique, et sur le plan pratique. Donc, il y a eu des pratiques de partenariat qui sont posées, mais la réalité est têtue, évidemment, et donc, vous savez, sur la question de la coopération et de la solidarité, on sort toujours à deux questions. Une question qui est très connue, qui est un proverbe africain très connu, c'est que la main qui donne est toujours au-dessus que la main qui reçoit. Donc, évidemment, c'est très difficile de passer outre. Et la seconde, que Nelson Mandela a dit il n'y a pas très longtemps, mais qu'il a repris d'un proverbe touareg, d'ailleurs, et qui est celui qui fait... Si vous faites quelque chose pour nous, sans nous, c'est contre nous. Et donc, cette idée est fondamentale que... Bon. Et alors donc,
le problème, c'est que, et là aussi, Edith a dit tout à l'heure, à un moment donné, ce matin, c'est que la seule manière d'établir des rapports d'égalité entre des gens qui sont en situation inégale, enfin des gens ou des associations, des partenaires en situation inégale, c'est de se construire un projet commun d'avenir, dans lequel, à ce moment-là, on part chacun avec ce qu'on a, mais on se met à égalité pour la construction de quelque chose de nouveau. Voilà. Je crois que c'est ça le fondement du partenariat. Et c'est là qu'effectivement, un volontaire peut trouver facilement, bon, Amélie l'a dit un peu tout à l'heure, peut trouver facilement une inclusion, hein, sans beaucoup de questions, puisqu'il ne vient pas pour apprendre quelque chose, il vient pour construire quelque chose. Et donc ça, c'est un peu, mais avec une difficulté énorme, il ne peut pas y avoir de rapport d'égalité de ce type s'il n'y a pas de réciprocité. Et donc actuellement, la politique des visas en France empêche toute réciprocité et donc empêche toute avancée en termes de partenariat. Nous avons essayé par tous les moyens possibles et imaginables. Je me rappelle même à un moment donné, nous avions même fait, de notre point de vue, c'était un compromis, nous avions demandé à Jospin de au moins délivrer des visas pour ceux qui avaient des projets communs. Mais évidemment, le ministère de l'Intérieur a dit que c'était une absurdité, puisque c'est évident qu'ils allaient venir pour s'installer. Et donc, effectivement, ça a été rejeté. Mais donc ça, je pense, à mon avis, il y a une bataille à mener là, qui est tout à fait fondamentale. Bon, je ne vais pas beaucoup plus loin, mais je pense que là, c'est une des questions très importantes, c'est comment des volontaires se situent dans un pari, dans un défi. Alors maintenant, je vais terminer sur... alors, je pense qu'il y a aussi une autre question sur le partenariat, sur le volontariat, qui est aussi quelque chose qui est à revoir en prospective. Évidemment, on ne peut plus parler de partenariat de développement parce qu'on remet en cause l'idée même du développement. Voilà. Au CRID, nous avons ça. Nous appelons Centre de recherche et d'information pour le développement. Nous ne sommes pas un centre, nous ne faisons pas de recherche. Bon, nous faisons un peu d'information, mais nous remettons en cause le développement. Donc, il y a cette vraie question, comment construire une nouvelle conception. Bon, c'est ce qu'a dit tout à l'heure. Nicole qui doit nous Moi, c'est quitter. parce que j'ai laissé Voilà. mon manteau là. Oui. Je voulais partir discrètement, mais c'est Oui, raté. oui, non, C'est non, raté. On tenait à vous saluer. Mais merci. Et donc, effectivement, c'est comment... Alors, c'est dommage parce que maintenant que je vais répondre à une des questions qu'a posée Nicole, justement, c'était... je vais terminer. Donc, effectivement, réfléchir sur le développement. Évidemment, l'idée de la transition écologique, sociale et démocratique, correspondant aux 3 dimensions, qui implique une réflexion sur... Alors, je vais terminer sur la question qui a posée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer, effectivement, de ce point de vue. Et c'est une question très, très intéressante, c'est comment on peut être à la hauteur des défis. Voilà. Comment on peut être à la hauteur... Ce n'est pas un problème d'échelle seulement, hein. C'est un problème de la nature des défis, prendre en compte la nature des défis et être à la hauteur de la situation dans laquelle on est. De ce point de vue, il faut partir de l'hypothèse que, justement, dans les évolutions historiques, on ne peut pas prévoir ce que seront exactement les ruptures. Mais on peut être à l'écoute et utiliser ces ruptures pour aller dans un certain sens. Hein, puisque, de fait, on est quand même dans les sociétés sont toujours contradictoires. Donc, bon. Et donc, c'est cette idée sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ruptures en cours qui sont justement un peu illustrées, je prends encore 3 minutes, hein, qui sont illustrées par la séquence 2008-2011. 2008, c'est la crise, les subprimes, la crise financière, etc. 2011, ce sont les révoltes populaires. Et ces révoltes populaires qui se font Tunisie, Égypte, et puis ensuite ça saute Espagne, Grèce, et puis après ça ressaute l'Atlantique, et puis après les étudiants chiliens, puis le parc Taksim en Turquie, et puis Hong Kong, etc. Ces révoltes, elles ont, d'une certaine manière, un programme commun.
Ben, ce programme commun, c'est justice sociale, dignité. On ne peut plus accepter les inégalités sociales de la même façon. Pas de corruption, pas de domination, liberté politique. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces révoltes portent aussi une nouvelle culture politique. Elles se déploient avec une nouvelle culture politique. Et cette culture politique, c'est l'idée justement d'une certaine horizontalité, c'est l'idée de l'acceptation de la diversité culturelle comme fondement justement de la construction de l'unité, c'est l'idée du consensus, c'est l'idée de la remise en cause des formes de délégation, pas de toutes les délégations, mais en tout cas de ne pas restreindre la démocratie à de la délégation, c'est l'idée de l'engagement volontaire, enfin bon, donc il y a une culture politique. Et je terminerai par ça, quelqu'un qui a très bien analysé ça, c'est Hannah Arendt, parce qu'elle dit à un moment donné, dans un petit livre qui s'appelle La Brèche, elle dit, à un moment donné, les peuples s'engouffrent dans une brèche. Il y a une brèche, et puis les peuples s'engouffrent, et ça explose. Et puis elle dit après, ça explose, et puis ça disparaît, ça se calme, ces mouvements se calment. Les grandes révoltes révolutionnaires, si vous voulez, après 1789, on se retrouve, etc. À chaque fois, il y a une période de... Et d'ailleurs, c'est presque toujours des chambres bleu horizon qui sont élues après. Mais il reste des traces, et ces traces, c'est ce qui permet de construire des situations nouvelles. Donc voilà, je crois que nous sommes dans cette situation. Merci. Moi, j'aurais une interrogation, mais que je garde au fond de ma poche pour privilégier les ultimes questions de la salle. C'est de savoir comment, justement, on tient d'une main le constat que vous faites de volonté commune, d'aspiration commune, et à travers de nouvelles formes politiques, et puis le constat qui se dégage du travail qui a été fait par France Volontaire, à savoir la nécessité absolue de prendre en compte les particularités des contextes, les attentes ne sont pas les mêmes, etc. Donc, éventuellement, vous pourriez réagir à cet aspect du travail prospectif, mais en attendant, merci pour cette analyse et la profondeur qu'elle nous offre. Est-ce qu'il y a ça appelle des... Voilà. Ah, bien, bravo. Une intervention de monsieur ATD Carmonde. Oui, Bruno Dulac, ATD Carmonde. Bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est une réaction à ce que disait Gus à propos de la réciprocité en termes de volontariat. Nous, au sein d'ATD Carmonde, c'est quelque chose que nous essayons de mettre en œuvre et de vivre depuis longtemps. Plutôt que de volontariat de solidarité internationale, nous on parle de volontariat international. Depuis plusieurs dizaines d'années, on a créé on crée en permanence. Je dirais que on n'a pas créé, on réfléchit en permanence à la création de ce volontariat qui aujourd'hui comprend environ 450 personnes de 35 nationalités différentes. Donc au début, évidemment, c'était des Français, puis des francophones, là je parle des années 60, ensuite plutôt des personnes du Nord, et puis de plus en plus, maintenant, ce sont des volontaires du Sud qui nous rejoignent, et qui nous rejoignent pas seulement pour être volontaires dans le Sud, mais aussi pour être volontaires dans le Nord. Régulièrement, nous accueillons pendant des périodes assez longues des volontaires du Sud dans des pays du Nord, avec tous les problèmes évidemment de visa, de statut que ça peut poser, etc., etc. Et régulièrement, on a aussi des volontaires du Sud qui passent d'un pays du Sud vers un autre pays du Sud. Là, je citais à midi l'exemple d'un volontaire malien qui est actuellement volontaire en contrat VSI d'ailleurs au Burkina Faso, qui va quitter le Burkina là, dans 3 semaines pour venir passer 3 mois de formation en France, et à partir du mois de mars, va partir en Haïti avec un nouveau contrat BSI. Bon, nous, c'est vraiment quelque chose que l'on pratique depuis longtemps, qui nous paraît être fondamental pour vraiment permettre aux volontaires de travailler dans des équipes
où nous sommes tous des volontaires venant d'horizons très différents, de formations différentes, d'origines sociales différentes, etc., mais aussi de pays et de cultures très différentes, avec des valeurs très différentes. Donc c'est une confrontation permanente qui est excessivement difficile, je veux dire, qui nous questionne au quotidien dans notre façon d'être et de travailler ensemble. Et qui rejoint la façon assez originale, assez radicale dont nous essayons toujours de transformer notre façon d'être et de fonctionner à l'intérieur du mouvement, pas seulement au sein du volontariat, mais on réfléchit beaucoup sur la façon dont nous fonctionnons ensemble, dont nous prenons nos décisions, dont nous sommes co-responsables, dont nous nommons les volontaires ou les membres du mouvement auxquels nous confions tous les 4 ans l'animation du mouvement pour les années qui viennent, etc. etc. Donc tu parlais aussi tout à l'heure d'horizontalité. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui, que l'on voit partout dans tous les mouvements qui se manifestent. De plus en plus, c'est pas seulement la taille des associations et des organisations, mais c'est aussi vraiment leur mode de fonctionnement. Nous, c'est quelque chose auquel nous travaillons aussi beaucoup. Voilà, donc je ne voulais pas être trop long, mais c'était sur cette question de réciprocité et de volontariat international. Et intranational, en quelque sorte, du fait du croisement des nationalités. Merci. Oui, Pascal Crozet, tiens. Un micro, tenez, j'ai été un peu surpris, et presque pas écrasé, mais surpris par le poids à la fois des monstres tout à l'heure là qui sont venus s'ajouter au catastrophisme de la géopolitique. Bon, on savait que c'était le jeu et tout ça, mais je trouve qu'on a eu du mal à émerger, à sortir de ça. Donc, le premier point, c'est que j'étais surpris de la force de ces poids-là. Néanmoins, du coup, je veux mettre l'accent, je retiens, il y a quelque chose qui m'est apparu comme pas une pépite, mais un point d'appui important. Et il est à mon avis important parce qu'il est arrivé à 3 reprises dans la journée. C'est autour par Madame Canon, par l'excellent Maxime, dont j'ai oublié le nom de famille, mais sur la présentation faite de l'étudiant, et par Monsieur Massia sur la question du partenariat. Et quelque part, c'est je pense, des réponses à une des questions de prospective soulevées par les présentations d'Edith et Lucien sur la pluralité des contextes. Quoi faire de la pluralité des contextes? Voilà. Eh bien, la capacité à fabriquer un partenariat, que ce soit celui de notre étudiant tout à l'heure, de Mme Canon, ou ceux qu'évoquait M. Massia, est une voie de ça. Et je pense qu'autour de ce mot, il y a beaucoup à creuser, développer, à la fois en concept et en pratique. Donc voilà, à côté, donc je voulais sortir, peut-être qu'il n'y a que moi qui ai eu l'impression qu'on a du mal à sortir de la chape un peu lourde, mais ça c'est à mon avis un point important. Et le dernier point, c'est sûr, j'y connais rien en mondialisation, tout ce qui est macro, moi ça m'échappe plus ou moins. Néanmoins, dit-il. Néanmoins, non, vraiment. Néanmoins, il y a un tout petit bout que je connais et qui du coup vient un peu en opposition à ce qui a été dit à la fois par Mme Nosotto et par M. Massia. C'est-à-dire sur le lien, enfin justement l'absence de lien, ou alors le lien entre le politique, géopolitique et son assimilation au financier, au monde de la finance, on va dire. Et puis sinon, d'un autre côté, la déconnexion entre le politique, l'économique et puis le social. Alors le tout petit bout que je connais, mais je connais plutôt un peu bien, c'est ce qu'on appelle le capitalisme d'État. Alors ça ne renouvelle pas monstrueusement les modes de production, donc c'est pas ces nouveaux concepts que vous appelez. Néanmoins, c'est pas rien, je ne parle même pas des fonds souverains, mais de la dimension du capitalisme industriel d'État. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Et alors, c'est pas tout beau, tout rose, mais ce sont des espaces où il se réinvente des choses extraordinairement intéressantes en termes de lien entre le politique, l'économique et de fait aussi le territoire. Il y a un lien fort qui se fait via ces entreprises industrielles inscrites dans un capitalisme d'État, même si elles sont dans une compétition économique mondiale. Et là, il y a des espaces, me semble-t-il. Et ça vient peut-être mettre
pareil, peut-être une ouverture dans le dessin qui nous a D'une vision purement financière de la mondialisation. Oui, qui finalement, dans cet espace où il ne se passerait rien, où il n'y aurait rien qui serait déjà en germe. Simplement, chez nous, on n'a pas les outils pour le penser ni pour le voir. Ça, c'est clair. Les Américains savent mieux le faire, même si. Mais il se passe des choses magnifiques au Québec, au Maroc, évidemment. Après, je connais moins les autres pays, mais sans pas s'il y en a en Chine. Donc voilà, c'est mes trois points. Bien, alors, en fait, les deux questions, je pense qu'effectivement, ATD, c'est un des très bons exemples de... mais ATD, en plus, c'est intéressant parce que c'est plus du volontariat que du partenariat au sens organisation pérenne d'association à association. C'est plus large, je dirais. C'est effectivement très, 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 très intéressant et ça montre qu'il y a beaucoup de propositions. Alors, sur le capitalisme d'État, je dirais simplement que, de fait, il existe un capitalisme d'État, y compris, par exemple, actuellement, tous les pays qu'on appelle émergents ont des fonds souverains. Et c'est grâce aux fonds souverains qu'ils arrivent, effectivement, à compenser leur faiblesse au niveau du marché mondial, etc. Mais, justement, le problème, c'est que le capital financier, actuellement, d'une certaine manière, a conquis les États. Il a eu une stratégie de conquête des États. Il a commencé par définir son idéologie, et puis ensuite, il a conquis les États, et il utilise les États pour assurer la prééminence du capital financier. Et donc, il ne reste plus beaucoup d'espace pour des capitalismes d'État autonomes. Mais effectivement, le capitalisme d'État a été, à un moment donné, une formule, et il représente peut-être une formule y compris de certaines formes de dépassement du capitalisme. Pour prendre un exemple, si vous voulez, si vous prenez EDF, il y a 10 ans ou 20 ans, bon, EDF était en fait dirigé par une alliance entre les syndicats, les cadres de l'État et les cadres de l'entreprise, qui venaient des mêmes écoles. Et donc le capital d'EDF ne jouait plus un rôle déterminant dans la conduite de EDF. Et donc ça peut d'ailleurs être un modèle de dépassement du capitalisme qui ne soit pas un remplacement du capitalisme par quelque chose qui conserve des formes d'exploitation, c'est-à-dire la montée en puissance d'une nouvelle classe ou catégorie, comme on voudra, de cadres et de compétents prenant le pouvoir. Donc il y a des tas de formules ouvertes. Mais actuellement, en tout cas pour l'instant, le capitalisme d'État n'est pas une formule autonome envisageable. Et en tout cas, la vraie question qui se pose, c'est que les capitalismes d'État, quand ils ont été dominants, ont donné naissance à des nomenclaturas, comme on a pu le voir en Union soviétique, en Chine ou ailleurs, qui se sont empressés de reconstruire un capitalisme tout à fait classique financier. Mais enfin, c'est vrai, le capitalisme d'État montre qu'il n'y a pas, qu'il y a d'autres pistes, il y a d'autres possibilités que uniquement la poursuite du capitalisme financier tel qu'il existe actuellement. Alors maintenant, tu as posé une question sur quelle liaison avec Tout à fait. ce que disait Lucien. Voilà, Bon. Edith. Mais je crois que, à mon avis, les volontaires, c'est extrêmement intéressant. On devrait peut-être analyser les volontaires comme des formes de migrants. C'est-à-dire qu'ils font partie des gens qui bougent dans le monde et qui construisent le monde. Et donc, effectivement, à ce moment-là, ce qu'il y a d'intéressant, et c'est ce qu'a montré Lucien, c'est la diversité des situations et la convergence entre les situations, mais pas l'unification. Donc il y a une très grande différence entre convergence et unification. Accepter la diversité des situations, notamment la diversité culturelle, et mettre en œuvre des processus de convergence. Voilà, c'est ça que l'on a. Et ça, c'est un des espoirs à venir. Alors, souvenez-vous, il y a un important principe qui a été énoncé ce matin, c'était celui de la non-exhaustivité, que j'interprète aussi comme le principe de non-épuisement.
Et je vous proposerais de nous en tenir là, non sans remercier Gustave, parce qu'il m'arrache les mots. Moi, vous mettez des mots sur la sensation que j'ai eue à ce stade de la journée, à savoir la rencontre entre deux approches de la mondialisation extrêmement complémentaires qui montrent à quel point la mondialisation met, telle que vous la décrivez ou telle que l'a décrit Nicole, met au défi le mouvement des volontaires engagés au plan international à évoluer. Et en même temps, comment ce mouvement-là, et ça ressort très bien de l'exposé de Lucien et d'Edith, concourt à la mondialisation, etc. Et c'est ce mouvement dialectique qui ne saurait vous déplaire, j'imagine, Gustave Massia, que je retiens pour ma part.